oublie trop souvent. L'habitation la plus répandue dans le monde n'est faite ni de béton, ni de bois, ni de briques. En effet, de tout temps, c'est la terre qui a donné aux hommes de quoi construire des abris, de la terre crue qui se trouve presque partout, qui ne gaspille pas d'énergie et qui dure dans le temps. De la terre crue utilisée jadis dans notre région grâce à la technique du pisé, un matériau dont les architectes redécouvrent les vertus, notamment ceux de Cratère, le centre de recherche et d'application en terre qui est situé à Grenoble. Parmi eux, son président, notre invité que nous retrouvons en direct de nos studios justement de Grenoble. Bonjour Thierry Geoffroy. Alors la terre crue, oui, bonjour. Par opposition à la terre cuite, c'est, dit-on, le matériau de base des maisons de quasiment les quatre coins du monde. Est-ce que vous confirmez ? Tout à fait, c'est un matériau qui se trouve aux quatre coins du monde prêt à l'emploi. Alors pas partout exactement, mais en fait dans de très nombreux endroits, on trouve ce matériau prêt à l'emploi. L'homme, depuis de tout temps, a commencé à utiliser ce matériau, à l'instar du bois et d'autres types de matériaux, très inspirés par ce que pouvait être fait, notamment aussi par des animaux qui utilisent beaucoup ce matériau. Des phénomènes naturels aussi montraient les capacités de ce matériau, dont l'avantage, effectivement, donc, c'est qu'il soit vraiment prêt à l'emploi. Et alors, dans d'autres régions, c'est vrai qu'on connaît bien la terre crue, grâce à, je le disais, la technique du pisé. C'est quoi exactement le pisé ? Alors le pisé, c'est une terre qui a été fabriquée ici spécifiquement grâce à l'érosion de nos montagnes, donc les Alpes. Et donc on retrouve ce matériau dans les plaines essentiellement. Donc ce sont des matériaux qui ont été transportés par les vents, par les glaciers et qui font en fait quasiment ce qu'on pourrait appeler un béton naturel, puisqu'on retrouve dans ce pisé des graviers, des cailloux, des sables, et puis le matériau qui fait la colle, qui est de l'argile qui a été transportée elle, par les vents. Alors c'est vrai que notre région est très riche en maisons en pisé. On en connaît à peu près le nombre ou pas ? Alors on a fait des évaluations, il pourrait y avoir jusqu'à pas très loin de 1 million d'unités d'habitation. Ce sont des chiffres qui sont encore en train d'être affinés avec un certain nombre d'études que nous sommes en train de relancer. Il y a quand même, pour information, dans la ville de Lyon, environ 2000 foyers qui vivent dans des maisons en terre. Sur la métropole de Lyon, il y aurait... Les premières estimations qu'on fait en ce moment, c'est 20 000 habitations qui sont construites en pisé. Sur la région, ce serait donc pas loin de 1 million. Et la région, c'est donc toute la région Rhône-Alpes et Auvergne, puisqu'en Auvergne aussi, on trouve des constructions en pisé. Alors c'est vrai qu'avec un œil attentif, on arrive à les repérer, ces maisons. Est-ce que certains bâtiments célèbres, que ce soit dans notre région, en France et même dans le monde, ont été bâtis en pisé ? Alors, dans le monde, il faut savoir que la comptabilité que l'on a des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO nous amène aujourd'hui à 175 biens du patrimoine mondial, donc ils comprennent des grands monuments, des villes comme la ville de Shibam au Yémen, qui sont assez extraordinaires, mais la ville aussi de Lima en Amérique latine. Les célèbres mausolées de Tombouctou sont aussi des choses qui sont construites en terre. Et puis, dans la région, on a quelques châteaux, notamment dans la Loire, qui sont bâtis en terre, parfois que en partie en terre. Et puis donc à Lyon, on trouve des bâtiments qui font jusqu'à 5 étages, donc des murs de 20 mètres de haut, qui sont construits en pisé, qui datent essentiellement de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Alors justement, contrairement aux idées reçues, c'est vrai qu'on peut bâtir des constructions de taille tout à fait respectable avec de la terre. Est-ce qu'il y a des limites en hauteur d'ailleurs ? Alors les limites en hauteur dépendent beaucoup de l'épaisseur en fait que l'on donne aux constructions. Les bâtisseurs traditionnels étaient limités aussi probablement simplement par leur propre capacité à aller donc très en hauteur avec des questions d'échafaudage. Mais on a des constructions qui vont jusqu'à 30 mètres de haut. Le minaret de la mosquée de Agadez au Niger fait 27 mètres de haut par exemple. Sinon les immeubles de Shibam dont je parlais tout à l'heure avoisinent les 25 mètres
mètres, 20-25 mètres. Et donc à Lyon même, on a des immeubles qui vont jusqu'à 20 mètres de haut. Alors il faut savoir que ce sont des murs qui du coup font parfois jusqu'à 80 cm d'épaisseur à leur base, oui, pour pouvoir justement tenir la charge de ces constructions. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les qualités principales de la terre crue, à part le fait qu'on l'a sous la main. C'est vrai que l'aspect le plus pratique, c'était ça, c'était qu'elle était disponible très, très peu loin. Justement, les problèmes de transport n'existaient quasiment pas. Tout à fait, donc ça c'est quand même le premier avantage, et c'est l'idée essentielle que nous portons, c'est on a un matériau sous les pieds qu'on peut utiliser immédiatement, prêt à l'emploi. Alors il y a différentes utilisations possibles. Le matériau terre massif a essentiellement des qualités de résistance à la compression, donc on peut faire des murs porteurs, mais il existe d'autres techniques dans lesquelles on amende le matériau et qui lui permettent de lui donner des propriétés isolantes plus importantes, jusqu'à aller dans des terres allégées. C'est des matériaux sur lesquels nous travaillons aujourd'hui beaucoup, qui sont aussi porteuses dans l'avenir de solutions vraiment applicables, donc de ce qu'on appelle de la terre allégée, où on fait des matériaux isolants. Sinon, une des propriétés essentielles appréciées aujourd'hui, c'est les qualités hygrothermiques et d'inertie thermique qui donnent une certaine qualité à l'habitat. On a aussi de plus en plus le développement d'applications d'enduits de façon à améliorer le confort et l'aspect sain d'une construction, d'un appartement, d'une maison. Alors je veux dire que justement toutes ces qualités, on peut les observer en ce moment, puisqu'on peut aller voir au Musée des Confluences à Lyon une exposition qui est consacrée justement à la terre. C'est vrai que c'est une très belle exposition à laquelle vous avez participé d'assez près, je crois. On parle beaucoup des vertus de la terre. Est-ce qu'elle a quand même quelques points faibles, sachant qu'on dit qu'elle supporte assez mal l'eau? Ça la rend fragile, c'est vrai? Alors, comme beaucoup de choses que l'on utilise tous les jours, l'eau est un ennemi. Alors l'eau, effectivement, c'est la vie, c'est un ami. D'ailleurs, on utilise de l'eau pour faire des constructions en terre. C'est en mélangeant la terre avec de l'eau qu'on arrive à la façonner. Mais effectivement, la terre a cet aspect, a fait cette propriété donc d'être réversible avec l'eau. Donc effectivement, l'eau est une menace. Donc il y a des solutions qui sont assez simples. Et on a comme témoin des bâtiments qui ont plusieurs centaines d'années, donc qui permettent de montrer que cela fonctionne. Dans nos régions, on a un dicton extrêmement simple. Si on le suit, on n'a aucun problème. C'est tout simplement un bon chapeau et de bonnes bottes. Donc on met le bâtiment hors d'eau et on n'a pas de souci, en sachant que ce n'est pas anormal non plus d'avoir des matériaux qui sont sensibles à l'eau. Prenons un exemple courant dans notre vie d'aujourd'hui, un téléphone, il n'aime pas l'eau. Si jamais il prend l'humidité, il ne va plus fonctionner. Donc ce n'est pas quelque chose qui devrait nous paraître anormal. De précautions. Depuis 1979, Cratère réunit donc des architectes pour travailler sur les possibilités de la terre crue. C'est un centre de recherche. En fait, vous récoltez des données du monde entier qui servent à quoi aujourd'hui ? Tout d'abord, on n'est pas que des architectes, on essaye de sortir justement de notre métier. On travaille avec des ingénieurs, on travaille avec des ethnologues, de façon à avoir une vision un peu holistique de la question. Et en fait, on a beaucoup travaillé et on a été inspiré par ce patrimoine de la région, mais on a été beaucoup appelé à l'extérieur de la France sur plusieurs aspects, sur les questions d'habitat économique dans les pays en développement, mais aussi l'UNESCO nous a sollicité, donc c'est pour ça qu'on est en lien extrêmement fort avec l'UNESCO. Et donc, on travaille plus de façon méthodologique plutôt que technologique, dans le sens où à chaque endroit où on a à intervenir, on étudie les types de terres qui sont disponibles, les techniques traditionnelles, et on regarde les éventuelles faiblesses et aussi les questions qui sont les plus importantes aussi aujourd'hui, c'est comment on s'adapte au nouveau système socio-économique et notamment le renchérissement de la main-d'œuvre, ce qui est souhaitable d'une certaine façon, mais qui pose des problèmes sur les techniques traditionnelles qui sont consommatrices de main-d'œuvre et rendre les constructions purement traditionnelles trop
cher, un peu à l'instar de ce qu'on appellerait les produits bio en agriculture, où on a des difficultés d'avoir des choses qui soient accessibles financièrement. Donc on travaille beaucoup là-dessus aussi, sur un premier niveau, des premiers niveaux d'industrialisation des technologies, de façon à rendre aussi ce matériau plus accessible, en tout cas sous nos cieux, à plus de monde. Voilà, je veux dire, tous ces savoir-faire que vous retrouvez, toutes ces techniques, tous ces savoirs sont utilisés aujourd'hui, notamment à Mayotte, où effectivement c'est un matériau, vous l'avez découvert, qui convient beaucoup mieux que n'importe quel autre pour les constructions. Il peut être utilisé aussi pour remplacer des mobil-homes qui sont destinés à des personnes sans abri. Donc on le voit aujourd'hui, c'est vraiment un matériau à la fois du passé, du présent, mais aussi de l'avenir. Je veux dire, un dernier mot, ajouter qu'un congrès mondial Lyon, capitale de la Terre, est organisé à Lyon du 11 au 14 juillet. Et un dernier petit mot pour vous, parce que vous vouliez annoncer une rencontre qui a lieu ce soir, je crois. Voilà, tout à fait. Donc autour de ce congrès mondial qui va se dérouler du 11 au 14 juillet et de l'exposition qui a été lancée, dont le vernissage a eu lieu le 22 février dernier, on a donc avec la mairie de Lyon monté un grand programme qui s'appelle Lyon 2016 capitale de la Terre. Donc vous avez une petite plaquette ici qui est distribuée un petit peu partout dans la ville de Lyon, donc notamment au musée des Confluences, qui rassemble de très nombreux événements autour de cette idée d'architecture de terre. Et puis donc ce soir, au musée des Confluences, il y a une conférence extrêmement intéressante qui est donnée par deux de mes jeunes collègues, Romain Anger et Laetitia Fontaine, et qui est à 19h et qui sera suivi de la signature de leur ouvrage qui s'appelle Bâtir en terre et qui se fera à 21h à la librairie donc, du musée des Confluences. Merci beaucoup Thierry Geoffroy pour toutes ces informations. Et je rappelle justement cette exposition qui est présentée au musée des Confluences en ce moment le sera jusqu'au 17 juillet.